Portons maintenant la réflexion sur la façon de réaliser une modélisation structurale en commençant par mettre en évidence ce qui est la modélisation par équation structurale, ses différentes étapes, ainsi que les modèles typiquement structuraux. Au départ d'une analyse par équation structurale, on a des données individuelles, des scores individuels. En l'occurrence, ici, vous avez des scores en lien avec trois variables x, y, z. Des données individuelles qu'on va chercher à convertir en matrice de covariance standardisée précisément. Ici, vous avez une matrice de corrélation. Et donc, en modélisation par équation structurale, l'analyse porte sur une matrice de covariance corrélation. Ici, en l'occurrence, il semble que les variables x, y, z soient corrélées entre elles. Et donc, on se pose la question de savoir pourquoi c'est ainsi. Autrement dit, pourquoi ces variables sont-elles corrélées entre elles? Eh bien, si ces variables sont corrélées entre elles, c'est peut-être dû au fait que la variable x a un effet sur la variable y après avoir contrôlé l'effet de la variable z, mais aussi que la variable z a un effet sur la variable y après avoir contrôlé l'effet de la variable x, les deux prédicteurs étant corrélés entre eux. Ou bien est-ce que les corrélations entre les trois variables s'expliquent plutôt par ce modèle où vous avez la variable z qui est le mécanisme à travers lequel la variable x agit sur la variable y, ou finalement, si les trois variables x, y, z sont corrélées entre elles, c'est peut-être parce que c'est dû à quelque chose de latent qui se cache derrière. Autrement dit, un facteur latent qui expliquerait l'interdépendance entre les variables observées. Donc, autant de modèles possibles qui peuvent expliquer potentiellement pourquoi les variables observées sont corrélées entre elles. Précisément, est-ce que la structure des données à travers la matrice de corrélation est supportée par les relations postulées dans les modèles qui sont présentés ici? Et par conséquent, un modèle structural est un énoncé formel au sujet de relations postulées et dont on croit qu'elles sont à l'origine des corrélations entre les variables observées au niveau des données analysées. L'idée étant de chercher à ajuster un tel modèle aux données. Pour ce faire, la première étape de la modélisation par équation structurale consiste à construire le modèle en question. Alors, on peut construire le modèle au moins de deux façons. La première façon de construire un modèle, c'est de se référer à des théories. En l'occurrence, nous savons qu'une théorie est constituée de concepts articulés entre eux et qui aident à prédire des comportements. De telle sorte que ces concepts articulés peuvent nous conduire à s'intéresser à certaines relations plutôt que d'autres relations, et ainsi à s'intéresser à des hypothèses qui supportent le modèle en question. Mais aussi, on peut construire le modèle de façon empirique en procédant à des analyses préliminaires qui aident par exemple à réduire les données, à détecter des relations simples, mais aussi des pistes causales de façon à construire un modèle empiriquement ancré. Et donc, une fois qu'on a fini de construire un modèle théoriquement solide et empiriquement ancré, la deuxième étape consiste à spécifier le modèle, autrement dit à traduire les relations entre les variables dans un langage de façon à pouvoir confronter le modèle aux données. À ce propos, on a essentiellement deux méthodes dominantes. La méthode graphique qui consiste à schématiser les différentes relations sous forme de diagrammes de façon à ensuite spécifier le modèle. C'est ainsi que procède le logiciel Amos par exemple, ou bien la méthode syntaxique, donc qui consiste simplement à écrire la syntaxe de façon à spécifier le modèle en utilisant des commandes du genre on, by, with, et c'est ainsi que procède le logiciel M+. Dans les deux cas de figure, on cherche à traduire les hypothèses sous-jacentes du modèle en un système d'équations
qu'on va ensuite chercher à estimer dans une troisième étape. L'estimation consiste simplement à chercher à connaître les paramètres des équations du modèle. Mais les paramètres dont il s'agit ici sont ce qu'on appelle les paramètres libres. Étant entendu qu'il y a des paramètres connus d'avance, des paramètres fixes qu'on ne cherche pas à estimer puisqu'ils sont déjà connus. Essentiellement, en régression linéaire, l'estimation des paramètres libres repose sur les scores individuels. L'idée étant d'aller à la recherche des paramètres qui minimisent le plus la somme des écarts au carré entre les scores réels de y et les scores prédits de y. Étant entendu que lorsque la somme des écarts est nulle, le modèle est parfaitement vrai. Eh bien, en modélisation par équation structurale, on procède de la même façon, sauf qu'ici, l'analyse ne porte plus sur des scores individuels, mais sur une matrice de covariance-corrélation. Mais on part toujours à la recherche des paramètres dont la matrice de covariance prédite s'ajuste le plus possible, se rapproche le plus possible de la matrice de covariance observée. Étant entendu que lorsque la matrice de covariance observée est similaire à la matrice de covariance prédite, eh bien, le modèle structural sera parfaitement vrai. Pour que les paramètres du modèle soient estimés, il faut que le modèle lui-même soit bien identifié. Autrement dit, s'assurer que le nombre de paramètres du modèle ne dépasse pas le nombre d'informations disponibles. Alors, le nombre d'informations disponibles en modélisation structurale ne réfère pas au nombre de scores individuels ou au nombre de cas. Ici, le nombre d'informations disponibles, c'est en termes de covariance, variance et de moyenne observée. Quant au nombre de paramètres, il s'agit des paramètres libres à estimer. Étant entendu que la différence entre le nombre d'informations disponibles et le nombre de paramètres donne ce qu'on appelle le nombre de degrés de liberté. Étant entendu que lorsque le nombre de degrés de liberté est égal à 0, précisément que le nombre d'informations disponibles soit égal au nombre de paramètres, on parle de modèle saturé ou modèle juste identifié qui présente peu d'intérêt scientifiquement parlant. Parce qu'un modèle saturé est un modèle où, dans tous les cas, le qui carré serait égal à 0. Autrement dit, c'est un modèle qui postule qu'il y a une égalité parfaite entre ce que nous postulons comme relation et ce qui est observé dans les données. Or, nous savons qu'aucun modèle ne s'ajuste parfaitement aux données. Et donc, c'est la raison pour laquelle un tel modèle juste identifié n'est pas pertinent scientifiquement parlant. Et que le but qui est visé, c'est effectivement d'obtenir un modèle sur-identifié, autrement dit un modèle dont le nombre de degrés de liberté est supérieur à 0. Par contre, lorsque le nombre de degrés de liberté est inférieur à 0, ou si vous voulez que le nombre d'informations disponibles est inférieur au nombre de paramètres estimés, eh bien, on a un modèle sous-identifié qui effectivement ne produira aucun estimé. Lorsque le modèle est bien identifié, l'analyse va produire des résultats qu'il faut chercher à interpréter par la suite. Étant entendu qu'il faut commencer par examiner la solution obtenue pour détecter des erreurs possibles. En particulier, s'assurer qu'il n'y ait pas de variance négative ou de degré de liberté négatif, s'assurer qu'il n'y ait pas de coefficient standardisé supérieur à 1, ou bien d'erreurs de mesure ou de prédiction trop forte. Une fois qu'on a fini de vérifier la solution et qu'elle est correcte, eh bien on peut interpréter les indices d'ajustement. En l'occurrence, en commençant par les indices absolus qui évaluent dans quelle mesure le modèle reproduit les données observées. Précisément, il faut interpréter le qui carré et s'assurer qu'il est le plus petit possible et non significatif pour pouvoir obtenir un modèle qui s'ajuste bien aux données. Étant entendu que le RMCA, qui mesure les résidus, doit être le plus petit possible, en l'occurrence inférieur à 0,08 pour que le modèle s'ajuste bien aux données. Le RMCA étant souvent préféré au SRMR. Pourquoi? Parce que le RMCA est une forme d'ajustement par rapport à la taille de l'échantillon. Il faut également rapporter les indices incrémentaux qui permettent d'évaluer l'apport du modèle testé par rapport au modèle
nul. Les CFI est plus souvent utilisé comparativement au TLI. Pourquoi? Parce que le CFI donne souvent une valeur plus importante que le TLI et s'assurer de façon générale que ces valeurs soient supérieures à 0.90. Alors le Ki-carré a tendance à être élevé au fur et à mesure que la taille de l'échantillon augmente. C'est la raison pour laquelle il faut tenir compte de la taille de l'échantillon, précisément du nombre de degrés de liberté, en rendant compte de ce qu'on appelle les indices parcimonieux. Précisément, lorsque vous relativisez le Ki-carré par le nombre de degrés de liberté, vous obtenez un Ki-carré normé. Et lorsque le Ki-carré normé se situe entre 3 et 5, on peut croire que le modèle s'ajuste bien aux données, étant entendu que les autres indices comme le BIC laïque ou le BIC ajusté ou SABIC sont essentiellement utilisés lorsqu'on veut comparer deux modèles. Une fois que le modèle s'ajuste bien aux données, on peut passer à l'interprétation des paramètres estimés du modèle. Alors, lorsqu'on parle de modélisation par équation structurale, on pense essentiellement à un modèle impliquant à la fois des variables latentes et des variables observées. L'exemple est donné ici de la satisfaction ressentie, qui est une variable latente mesurée au travers de 3 variables observées: revenir, suivi et recommandé. Et donc on pense que si ces 3 variables observées sont corrélées entre elles, c'est parce qu'il y a quelque chose de latent. Autrement dit, c'est parce qu'effectivement il y a une variable latente qui s'appelle satisfaction qui explique ces corrélations entre les variables observées. Ce qu'on appelle modèle de mesure, qui intègre l'idée d'erreur de mesure. Par la suite, on peut chercher à expliquer la variation dans la variable latente, ici satisfaction ressentie, en impliquant information et relation, de façon à obtenir ce qu'on appelle un modèle structural. Ici, le modèle structural est un modèle de convergence, puisqu'on s'intéresse à l'effet conjoint de ces deux prédicteurs sur la satisfaction ressentie, mais on aurait pu modéliser un effet médiateur, un effet modérateur ou un effet fallacieux. Mais voilà ce qu'on appelle un modèle structural complet. C'est un modèle qui à la fois implique un modèle de mesure et un modèle structural proprement dit. Étant entendu qu'un autre modèle typiquement structural est ce qu'on appelle le modèle achemiнаtoire. Ici, on cherche à mettre en évidence les pistes causales entre l'éducation parentale, le soutien pour l'apprentissage et le développement de l'enfant. On pense que si l'éducation parentale, qu'elle soit paternelle ou maternelle, a un effet sur le développement des enfants, c'est dû à la stimulation parentale, mais aussi aux ressources disponibles en termes de livres, soit les mécanismes psychoéducatifs à travers lesquels l'éducation parentale affecte le développement des enfants. Mais voilà ce qu'on appelle un modèle achemiнаtoire, qui est un modèle typiquement structural.